Ici, la voix de l'Amérique. Lamia Gritli à Washington, bonsoir à tous. Dans cette édition, la RDC doit voter ce 28 novembre, mais 4 jours avant la fin de la campagne, l'heure est à l'incertitude. À la présidence, il y a plein de candidats. Nous craignons que si l'un ne passe pas, nous craignons toujours qu'il y ait la guerre. Washington Forum. D'autres réactions de la société civile et de la classe politique congolaise et l'analyse tout à l'heure avec nos invités. Ce sera après un rappel des grands titres de l'actualité cette semaine. Morgane Guériec. 60 secondes dans le monde. Bonsoir Lamia, bonsoir l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui domine l'actualité aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Nous reviendrons également sur les derniers développements en Libye. Mais cette semaine, en une, il y avait surtout les violentes manifestations en Égypte. Des dizaines de personnes sont mortes lors des manifestations anti-gouvernementales qui ont secoué le pays ces derniers jours. Les protestataires exigeaient la démission immédiate des militaires au pouvoir, en dépit des concessions annoncées par le maréchal Tantaoui. En Libye, un nouveau gouvernement a été désigné par le Conseil national de transition. Cette équipe ministérielle dirigera le pays jusqu'à ce que des élections soient organisées. Il s'agira des premières depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Par ailleurs, Seif al-Islam, le fils de Mouammar Kadhafi, a été capturé. Il pourrait être jugé en Libye, a fait savoir la Cour pénale internationale. Enfin, ici aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Les Américains sont tous en famille pour se souvenir des bienfaits dont ils ont fait l'objet et exprimer leur gratitude. Thanksgiving est né dans les années 1600, du temps où les pèlerins britanniques organisaient des festivités au moment des récoltes. La tradition se perpétue sous la forme d'un repas chaleureux, au cours duquel on déguste une dinde. Bon nombre de ces volailles sont sacrifiées pour l'occasion et la Maison-Blanche a pour habitude d'en gracier quelques-unes. Ainsi, hier, le président américain Barack Obama a épargné liberté et paix de dindes de 20 kilos. Voilà Lamia, c'est ce que l'on pouvait retenir de l'actualité cette semaine. Happy Thanksgiving. Merci à vous aussi, Morgane, et à la semaine prochaine. Alors, la campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite. Dans 4 jours, le 28 novembre, plus de 32 millions de Congolais iront aux urnes en vue de la présidentielle à un seul tour et des législatives. Le président sortant, Joseph Kabila, brigue un second mandat. Face à lui, 10 adversaires qui se disent déterminés à lui montrer la sortie. Plus de 18 000 candidats se présentent aux législatives. Les cafouillages techniques se multiplient. L'opposition dénonce des tricheries. Le pouvoir craint les contestations. La violence était également au rendez-vous avec notamment l'assassinat du député provincial Marius Gangalé à Kinshasa ce lundi. Et c'est un assassinat dénoncé par Washington. Mais beaucoup de Congolais, eux, ne cachent pas leur méfiance. Retour sur les défis de ces scrutins dans ce reportage de notre envoyé spécial en RDC, Nicolas Pinault. En République démocratique du Congo, la course contre la montre continue. Tout doit être prêt pour le 25 novembre, selon le souhait de la commission électorale. La CENI qui rassure, malgré les doutes devant l'ampleur de la tâche, les urnes et les bulletins de vote seront-ils livrés à temps ? En tout cas, dans le pays, on s'active pour être prêt le jour J. C'est ce qu'a constaté dans l'Est de la RDC Maria Nedelcheva. Elle est la chef de la mission d'observation de l'Union européenne. Il faut rester confiant. Force est néanmoins de remarquer que les défis dès le début sont énormes. Force est de constater que c'est par la volonté de tous que les choses peuvent bien se passer. La communauté internationale suit de près ce scrutin alors que les incidents se sont multipliés ces dernières semaines. À Mbujimaï, un mort, le premier jour de campagne, affrontement au Katanga sur fond de rivalités ethniques. Quant à l'opposant historique Étienne Tshisekedi, ses discours appelant à aller libérer ses militants ont été condamnés, mais le président de l'UDPS persiste. Je ne regrette rien. Mais seulement je rigole quand j'entends la fameuse communauté internationale qui ne dit rien de nos morts et
ose dire que j'invite le peuple à la violence, je trouve ça tout simplement ridicule. De Kinshasa à Lubumbashi, le pays est dans l'attente. Qui succédera à Joseph Kabila? 11 candidats sont sur la ligne de départ. Favori, le président sortant au pouvoir depuis 2001 vise sa réélection. Omniprésent dans la campagne, Joseph Kabila met en avant ses fameux 5 chantiers et se dit sûr de sa victoire. Ils disent qu'ils vont se battre s'ils ne remportent pas les élections. Mais ils ne peuvent pas combattre et s'ils le font, on va les écraser. Face à lui, Étienne Tshisekedi, le leader Maximo, mais aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Le président de l'UNC avait fait élire Kabila dans l'Est en 2006. 5 ans plus tard, Kamerhe a bien changé. On ne va pas demander l'avis de Joseph Kabila pour quitter le pouvoir. Il a échoué, ce qu'il n'a pas fait en 10 ans, il ne va pas le faire en 5 ans. Seule priorité partagée par tous les Congolais, des élections libres et transparentes. Rendez-vous prévu le 28 novembre pour les élections présidentielles et législatives. C'est surtout l'après-scrutin que craignent les Congolais. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant le 6 décembre. Depuis la République démocratique du Congo, Nicolas Pinault, La Voix de l'Amérique. Et notre envoyé spécial, Nicolas Pinault, est maintenant en direct avec nous de Kinshasa via Skype. En ligne de Kinshasa, Jack Joly aussi, vice-président de la commission électorale indépendante. On me dit qu'on essaie de l'avoir, pas facile avec les lignes au Congo ces jours-ci. À ma gauche, Jacques Bahati, analyste politique pour le compte de l'ONG Africa Faith and Justice Network à Washington. Et un incontournable de tout débat sur la RDC, Ferdinand Ferrella, rédacteur en chef du service francophone et spécialiste de la région des Grands Lacs. Bonsoir à tous et je tiens d'abord à signaler que nous avons essayé de joindre les têtes d'affiche de cette présidentielle où leurs représentants, certains ont décliné l'invitation en raison de la campagne, d'autres ont accepté, mais n'ont pas pu être joints à cause de la saturation des réseaux de téléphonie mobile en RDC. Nicolas Pinault, puisque vous êtes sur place et on essaie de joindre Monsieur Joly de la CENI, tout doit être prêt pour le 25. Vous nous le rappeliez tout à l'heure, selon la CENI. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce 28 novembre? Quel est le sentiment qui prévaut, Nicolas, en ce moment? Bon, c'est toujours la course contre la montre. Il faut savoir que les bulletins de vote, les premiers sont arrivés en Afrique du Sud le 22 novembre et depuis hier 23, ils commencent à être distribués, notamment ici à Kinshasa. Il faut bien se rendre compte que de toute façon, tout le monde aux élections le 20, le parti oui, la connexion n'est pas... Et aussi la sonde sentence. Oui, Nicolas, la connexion n'est pas vraiment claire avec Kinshasa en ce moment. Jacques Bahati, peut-on envisager un report actuellement? Bon, il faut rester optimiste. Je ne pense pas qu'il faut reporter cet événement et cet exercice est très important pour le peuple congolais. Ferdinand Ferrella, alors je vais reformuler cette question autrement. Pourquoi ne pas reporter ces scrutins pour éviter justement les dérapages et la confusion, disent des Congolais? Qu'en pensez-vous, Ferdinand? Ferdinand, vous m'entendez? Ferdinand ne m'entend pas, alors Jacques Bahati. Je vous entends, Lamia. Allez-y alors, Ferdinand. Est-ce que certains Congolais disent peut-être pourquoi ne pas reporter ces scrutins pour être mieux préparés? Bon, il y a deux thèses en ce moment qui s'affrontent. Effectivement, celle-ci qui dit que un petit retard, disons, ne serait pas dramatique, pourvu que les élections soient bien organisées. Il vaut mieux des élections bien organisées avec un peu de retard qu'un cafouillage à temps. Et d'autres qui disent que finalement, on sera prêt. J'ai pu contacter des sources diplomatiques sous le couvert de l'anonymat sur cette question. Beaucoup disent il est possible qu'il y ait un report de dernière minute. Mais c'est sous le couvert de l'anonymat. D'autres disent, et c'est surtout dans le camp de l'UDPS, que non, il ne faut pas de retard parce que sinon le mandat de Joseph Kabila expire le 6 décembre et à ce moment-là, il y aura un vide politique. Mais il est possible que le camp de Tshisekedi se rallie aussi à un retard de dernière minute, pourvu encore une fois que tout se passe dans la transparence. Oui, justement. Alors les élections en RDC, c'est aussi votre opinion, chers téléspectateurs congolais, pour contourner la
la saturation des portables. J'ai recueilli vos questions et commentaires avant cette émission. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de Cédric Mbokani de Goma. Je réponds au nom de Cédric Mbokani depuis Goma. Est-ce que la CENI tient compte de toutes les réclamations de l'opposition? Parce que j'ai appris qu'il y a 6 millions de bulletins de vote qu'on avait déjà couchés. Apparemment, il y a quelque chose qui ressemble à tricherie. Je ne sais pas si la CENI tient compte de tout cela. Merci. Question pour Jacques Joly. Est-ce qu'on a un Jacques Joly en ligne? Est-ce qu'on a un Jacques Joly? Est-ce qu'on a Nicolas Pinault en ligne? Je suis là. Ok Nicolas, alors on essaie toujours d'avoir Monsieur Joly de la CENI. Est-ce que la CENI a prévu de tenir compte des accusations de fraude dont parle l'opposition? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors... Non, c'est très mauvais, la connexion avec vous. CENI a tendu un petit peu l'éthique, bureau fictif. Et le président... C'est que ça, je suis désolé, la mienne. Oui, je ne vous entends pas, Nicolas. C'est vraiment Jacques Bahati. Est-ce que vous sentez que la CENI est prête à aller à cette élection? Est-ce qu'avec toutes ces accusations de vote, ces accusations de fraude par l'opposition, est-ce qu'elle a prévu un plan B? La préparation de ces processus a commencé vraiment d'une façon maladroite. Donc, plus de temps ne va pas nous donner suffisamment de garanties que le plan pour, disons, tricher va être, disons, évité. Donc, on a eu beaucoup de temps au Congo. Même, on a voté le président il y a de cela 5 ans. On a eu beaucoup de temps pour se préparer, mais à la dernière minute ne va rien changer. Ouais. Ferdinand Ferreira, vous me disiez avant cette émission que ces scrutins sont plus importants que ceux de 2006. Pourquoi ? Eh bien voilà, en 2006, on votait un petit peu dans le vide, surtout dans les élections législatives. On ne connaissait pas les candidats, il y en avait une pléthore, et c'est encore le cas cette année. Et donc, on ne pouvait pas les juger sur ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils n'avaient rien fait, en fait, encore. Alors que cette fois-ci, ils ont la possibilité, les électeurs ont la possibilité de sanctionner l'action qui a été accomplie ou non accomplie, parce que ces députés ont eu à représenter leur circonscription à l'Assemblée nationale, au Sénat, et donc les électeurs peuvent dire oui, ils ont fait quelque chose pour nous, non, ils n'ont rien fait pour nous. Et donc, dans le cas où ils n'ont rien fait, ils ont la possibilité de voter pour d'autres candidats, dans le cas où ils ont fait quelque chose, mais c'est rare, je vous le dis, hein. Peut-être Nicolas vous le dira encore plus en détail, puisqu'il est sur place. On a du mal à la voir, justement, la connexion est mauvaise. Ferdinand et Jacques Bahati, restez avec moi. On va écouter maintenant une deuxième question signée Marie Bora de Bukavu. On l'écoute. Marie Bora de Bukavu. Je suis Marie-Rose Bora depuis Bukavu. Ma question est celle-ci. À l'allure où vont les campagnes électorales chez nous en République démocratique du Congo, est-ce que ceux qui vont échouer, parce qu'ils sont à 11, il n'y a qu'un qui sera président de la République, est-ce que ceux qui vont échouer ou celui qui sera deuxième, sera-t-il à mesure d'accepter son échec? Bahati, évidemment, certains Congolais craignent la période post-électorale. Quels sont les risques? Le risque, c'est que chacun veut se proclamer président, même avant les élections. Et ça, c'est une erreur. Mais il y a une raison pour laquelle nous sommes habités à ces problèmes. Parce que pour très longtemps, il n'y a jamais eu de vérité au Congo. Et c'est ça, une culture. Et les résultats, c'est ce que vous voyez. Donc, nous devons espérer et nous demandons aux gens qui se présentent de tenir compte que nous ne pouvons pas entrer en guerre une fois encore. On va maintenant écouter d'autres réactions de nos téléspectateurs en RDC. Un commentaire d'abord de Fabrice Bita de Kinshasa qui reflète justement les attentes des Congolais. Oui, je m'appelle Fabrice Bita, je vis à Kinshasa. On veut que ces élections passent bien, mais à condition que le meilleur, celui qui va sortir le meilleur, qu'il puisse apaiser ses adversaires afin que
la population congolaise reste calme. J'attends que le meilleur gagne et que celui-là puisse penser à la vie des Congolais de chaque jour, parce que nous attendons une vie meilleure pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et maintenant, un autre téléspectateur de Goma, Charles Bauma. Écoutez sa réaction. Ok, moi c'est Charles Bauma, je suis un habitant de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, les commentaires sur les élections, nous regrettons parce qu'il n'y aura pas vraiment des élections flexibles, libres et démocratiques. Ferdinand, les Congolais attendent beaucoup de ces candidats. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Kabila d'abord. Pour une bonne partie des Congolais, son bilan le dessert, Ferdinand. Qu'en pensez-vous? Au début de son mandat, les 5 chantiers. C'était, je vous rappelle brièvement, c'était les programmes sociaux, c'était les infrastructures, c'était l'électricité, c'était l'eau, c'était tout ça. Voilà, est-ce qu'il a tenu ses promesses, est-ce qu'il n'a pas tenu ses promesses? Mon dernier voyage au Congo, c'était dans l'Est et aussi dans l'Ouest aussi. Beaucoup disaient que l'eau, on n'a toujours pas l'eau tout le temps. L'électricité qui est très importante, puisque c'est ce qui actionne aussi l'eau, est défaillante, pour le moins qu'on puisse dire. Les chantiers des infrastructures, oui, on les voit à Kinshasa, on les voit ailleurs dans le pays, mais pas partout. Et il faut bien préciser que ces chantiers sont essentiellement conduits par des Chinois, des entreprises chinoises. Donc, Joseph Kabila sera jugé là-dessus. Il sera jugé sur ses programmes sociaux. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'éducation? Qu'est-ce qu'il a fait pour la santé? Qu'est-ce qu'il a fait pour développer le secteur agricole? Je vous rappelle qu'au Congo, 10% seulement des terres arables sont cultivées. Oui, merci Ferdinand. On me dit qu'on a Jacques Joly en direct de Kinshasa. Jacques Joly, bonsoir. Bonsoir Jacques Joly. Ok, Jacques Joly n'est pas là. Alors, Jacques Bahati, Étienne Tshisekedi, dans un entretien qu'il a accordé à notre envoyé spécial Nicolas Pinon, insistait, enfin disait que sa priorité c'était la sécurité dans l'Est et créer une véritable armée, une véritable police. Il changerait tout. Ah, effectivement. Qu'est-ce qu'il a d'offrir de différent aux Congolais? Au fond, quand on regarde l'histoire de la politique au Congo, on est désespéré. Mais il faut se dire que la paix, partout ailleurs dans le monde, et pour le Congolais, c'est une priorité. Donc ça, c'est un bon projet. Mais il faut voir son entourage. Est-ce que son entourage peut permettre qu'il donne, disons, des résultats sur cette promesse. Mais pour certains Congolais, il représente le passé, Étienne Tshisekedi. Effectivement, mais même s'il représente le passé, on doit aussi se rappeler que c'est un homme qui a résisté pendant qu'on était sous le régime de l'oppression de Mobutu. Donc, d'une part, il fait partie du régime qui nous a mis disons, qui nous a menés dans le pétrin, mais aussi c'est un homme qui a à cœur le peuple congolais. Ferdinand, avant d'aller à la pause, le transfuge Vital Kamerhe a beaucoup changé, comme l'a dit Nicolas Pinon dans son reportage, depuis en tout cas son poste de directeur de campagne de Kabila. Qu'est-ce qui le distingue aujourd'hui? Est-ce qu'il a ses chances de remporter cette élection? Bon, les chances, je n'ai pas de boule de cristal avec moi, mais en fait, ce qui est important de noter aujourd'hui, c'est que Jean-Pierre Bemba, depuis sa cellule de la Haye, a appelé à voter pour le candidat qui serait le mieux placé pour produire l'alternance au Congo. Et il a cité 3 noms, c'était Étienne Tshisekedi, c'était Léon Kengo-Wadondo, le président du Sénat, et il a cité donc Étienne Tshisekedi, sans lui-même se prononcer pour l'un ou pour l'autre. Donc, si vous voulez, l'opposition n'a pas su présenter un candidat unique, mais Jean-Pierre Bemba espère qu'au moment d'aller voter, tout le monde se ralliera autour d'un candidat et un seul qui sera capable de faire face à Kabila. En fait, c'est tout sauf Kabila, selon l'entendement de Jean-Pierre Bemba. Voilà, alors, élection 2011 en RDC, jour J-4. Vos opinions et l'analyse de nos experts dans ce Washington Forum sur la VOA. Après cette courte pause, vos réactions sur le Facebook. À tout de suite.
Bienvenue à La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique. Notre équipe couvre l'actualité en Afrique, aux États-Unis et dans le reste du monde. Notre équipe vous offre musique, interaction avec nos auditeurs, politique, économie, religion, santé, sans oublier le sport. Des analyses d'experts, une information équilibrée. Amateurs de soul, retrouvez Idrissa Sedoudia en compagnie des grands de la musique soul dans Soul USA, tous les dimanches à 19h35 TU, Wilson Pickett, Aretha, James Brown, Otis Redding, Motown, Stax, Muscle Shoals. La vraie musique. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Lamia Gritli en votre compagnie. Vos souhaits, inquiétudes et attentes en cette période électorale en RDC, vous les avez exprimés sur le Facebook de l'émission. On commence avec Eric Kabemba de Kinshasa. Oui, la RDC est prête à voter ce 28 novembre. Le peuple, quant à lui, attend la tricherie et le mensonge de la part de Ngoy Mulunda et sa bande, c'est-à-dire le président de la CENI, Delphin Mukunde Muhati de Goma, écrit « Le peuple congolais veut que les grandes puissances ne se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas et qu'ils nous laissent choisir. On ne veut pas d'ingérence comme elles font ailleurs en Égypte, Côte d'Ivoire ou Libye. » Et puis Vanir Ruisha de Goma, le peuple congolais n'attend rien d'autre qu'un président qui va réveiller ce géant, la RDC, d'un profond sommeil. La date du 28 novembre reste maintenue. Guy Seba de Lubumbashi, la majorité des Congolais sont prêts à ces élections. Il n'y a rien à craindre, car jusqu'ici les choses évoluent bien. Que les Congolais sceptiques et pessimistes se détrompent, car la RDC ne sera jamais comme la Libye ou la Côte d'Ivoire. Et puis, donc, j'enchaîne maintenant sur une réaction au téléphone avec Adi Ngoy de Jobour. On écoute. Je m'appelle Adingo, je suis un Congolais qui évolue ici en Afrique du Sud. Mon commentaire est ceci, j'ai juste un conseil que je vais donner au président en place, Monsieur Joseph Kabila. Il est encore très jeune, il a encore le temps de refaire sa vie, il peut laisser la place aux matures. Je vois c'est le président Etienne Tshisekedi, parce que le peuple congolais souffre. Et en fait, pour le moment, nous voulons que le Congo soit un Congo nouveau. Alors Ferdinand Adi me tend une perche avec cette comparaison. Est-ce que cette année, on a la même cartographie électorale qu'en 2006, marquée par le clivage Est-Ouest, c'est-à-dire Kabila-Tshisekedi? Lors des dernières élections, Kabila avait obtenu au second tour des scores de 90-95% dans les provinces du Kivu. Cette année, on a l'impression que cette avance considérable va s'effriter parce que les gens de l'Est sont déçus. La promesse avait été le rétablissement de la sécurité. Rien n'a été fait dans ce domaine. On ne peut pas dire que les provinces de l'Est vivent en toute sécurité. Les programmes sociaux, rien n'a été fait ou presque. Les infrastructures, si vous allez à Goma, vous allez voir que les routes sont toujours dans le même état où avait laissé le volcan qui avait dévasté la ville il y a quelques années. Donc il y a une grande déception. De là à dire qu'ils vont voter pour Tshisekedi ou pour l'opposition, il y a quand même Vital Kamerhe, qui est originaire du Sud Kivu, qui aura surtout une bonne part de l'électorat avec lui. Donc cette avance considérable qu'avait Joseph Kabila lors des dernières élections, il ne l'a plus aujourd'hui. Alors, Jacques Baetti, donc c'est un clivage électoral, politique, économique, comme l'a expliqué Ferdinand. Quelles sont ses conséquences ? Les conséquences de ce qui se passe, surtout au point de vue violence, ça doit nous concerner et nous donner un peu de peur parce que ces élections devaient être centrées sur les aspirations du peuple et surtout sur les solutions aux problèmes des Congolais, la paix, la corruption et ainsi de suite. Mais maintenant,
au lieu de présenter... La pauvreté, alors que le pays est extrêmement riche. Oui. Alors, au lieu de centrer ces élections sur le projet social, on est en train de résoudre des problèmes de violence. Et ça, c'est un grand problème. Donc, on est en train de manquer une opportunité important. Ouais. Je vous propose maintenant, messieurs, d'écouter la réaction de Jérémy de Durban en Afrique du Sud. Il est congolais, évidemment. Jérémy, est-ce qu'on a la réaction de Jérémy? Je vis à Durban en Afrique du Sud et je suis congolais. Le président actuel, Joseph Kabila, est en train de promettre à la population beaucoup de choses. Il a demandé à la population de Goma de lui voter pour qu'il puisse payer la dette qu'il a envers cette population. Je demande, est-ce qu'il est capable de payer une dette avec une autre dette? Vous le disiez tout à l'heure, le président Kabila a perdu sa cote de popularité dans l'Est, mais historiquement, Ferdinand, pourquoi l'Est défait-il toujours les présidents? Parce que l'Est se sent délaissé par Kinshasa. Il ne faut pas oublier que Goma est à plus de 2000 km de Kinshasa. Et de tous les temps, du temps de Mobutu, l'Est avait l'impression qu'il n'existait pas et que, ma foi, c'était une autre entité. Et donc, aujourd'hui, encore, Joseph Kabila, donc Mobutu avait été tombé à la suite d'une rébellion des Banyamulenge dans l'Est, appuyé évidemment avec le Rwanda, tout le monde le sait. Laurent Désiré Kabila est tombé aussi à la faveur d'une autre rébellion contre lui, qui est parti encore une fois de l'Est, de Goma, avec le RCD. Et aujourd'hui encore, il faut que Joseph Kabila voit le danger qui peut constituer pour lui un mécontentement dans l'Est qui pourrait conduire à d'autres violences. Ouais, justement, on va écouter maintenant une question d'Olivier, un Congolais à Paris. Et Jacques Bahati, je vous reviens. Écoutons Olivier à Paris. Bonjour, donc je suis Olivier Limania, Congolais résident en France. Ma question se porte par rapport à la déclaration des résultats. Quel sera le comportement ou l'attitude de la communauté internationale au cas où la CNI déclare M. Kabila président, alors que les observateurs étrangers disent qu'il y a eu tricherie et que c'est M. Tshisekedi qui est vainqueur? Parce qu'on a vu qu'en Côte d'Ivoire, donc le président sortant a été battu, mais dont la Constitution a validé les résultats. La communauté internationale par la France l'a poussé dehors. Et au Kenya et au Zimbabwe, on a vu le président élu relégué au poste du Premier ministre. Merci. Alors Jacques Bahati, est-ce qu'on va vers un scénario à l'ivoirienne? Comment la communauté internationale va gérer la période post-électorale en RDC, d'après vous? Déjà, l'ambassadeur des États-Unis en RDC a suggéré que la certification des résultats doit être faite par la CENI. Donc, il leur avait demandé bien avant de mettre en place des mécanismes pour certifier les élections. Et ceci en vue de fortifier les institutions du pays. On ne doit pas toujours dépendre de la communauté internationale. Et je pense que ça c'est très important. Ouais. Alors, pour des élections apaisées, une dernière question, Ferdinand. Est-ce que le rôle de la MONUSCO sera aussi important qu'en 2006 pour éviter justement les dérapages? Peut-être plus encore, d'abord par son aide logistique. Sans la MONUSCO, il aurait été difficile de tenir ces élections à temps. Il est utile en termes de monitoring. Il va y avoir des observateurs, et pas seulement des observateurs, des casques bleus, des gens des services humanitaires qui seront sur place. Du degré de transparence de ces élections. Eh bien, Ferdinand Ferreira et Jacques Bahati à Washington, merci d'avoir fait le point avec nous. On n'a pas pu malheureusement avoir notre envoyé spécial et Monsieur Joly de la CENI à Kinshasa. Merci à vous qui nous regardez en Afrique. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre édition, 3e édition sur la RDC. Lamia Gridley avec vous. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Au revoir.
1-800-869-7000.